Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Presque 2 ans après le début du conflit en Éthiopie, la situation ne semble pas s'améliorer et voit même une intensification des combats. Pour tenter de trouver une issue pacifique, rebelles et gouvernements se retrouvent ce lundi pour des pourparlers de paix en Afrique du Sud. Au Nigeria, de nouvelles inondations dues à des pluies abondantes ont de nouveau touché les routes et les infrastructures, faisant plusieurs morts et disparus. De nombreux camps de déplacés déjà bondés accueillent ceux qui ont pu fuir. Et en fin d'édition, nous nous rendrons au Cameroun pour découvrir la plateforme Clinic Home, une plateforme qui permet de consulter en ligne comme à domicile pour un meilleur accès aux soins. La situation au Tigré peut-elle s'apaiser? C'est en tout cas l'enjeu des pourparlers de paix organisés ce lundi en Afrique du Sud entre le gouvernement d'Addis-Abeba et les rebelles tigréens. Des discussions sous l'égide de l'Union africaine alors même que la situation dans la région s'aggrave. Émeric Torroignan pour les détails. Ce lundi, les négociateurs du gouvernement fédéral de l'Éthiopie et ceux du TPLF se rencontrent en Afrique du Sud pour trouver une issue pacifique au conflit qui ravage depuis 2 ans le nord du pays. Dimanche, dans un tweet, les rebelles du Tigré ont annoncé leur participation au pourparlers organisé par l'Union africaine et demandent un cessez-le-feu immédiat. La délégation du gouvernement du Tigré pour assister aux pourparlers de paix menés par l'Union africaine sur l'Éthiopie vient d'arriver en Afrique du Sud. Pressing, cessation immédiate des hostilités, accès humanitaire sans entrave et retrait des forces érythréennes. Il ne peut y avoir de solution militaire. La délégation du gouvernement éthiopien a pour sa part quitté Addis-Abeba dans la matinée de ce lundi. Son porte-parole a lui aussi confirmé la participation du gouvernement fédéral aux discussions. Pour lui, c'est une occasion d'aboutir à une paix durable. Le gouvernement éthiopien participera aux pourparlers de paix convoqués par l'Union africaine qui doivent se tenir en Afrique du Sud. Le gouvernement de l'Éthiopie considère les pourparlers comme une opportunité de résoudre pacifiquement le conflit et de consolider l'amélioration de la situation sur le terrain. Ces pourparlers sont attendus par la communauté internationale qui ne cesse d'appeler à la fin des violences. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, a exhorté dans un tweet les 2 parties à travailler ensemble pour transformer les engagements en action pour une sortie rapide de crise. Pour le moment, toute la communauté internationale attend la fin de ces pourparlers et les conclusions qui en sortiront. En Somalie, après Mogadiscio et le centre du pays, c'était au tour d'un hôtel de la grande ville portuaire de Kismayo d'être frappé dimanche par une attaque violente de djihadistes. Au total, 9 personnes ont été tuées et 47 autres ont été blessées. Retour sur les faits avec Valentine Exantius. Revendiquée par le groupe d'Al-Shabaab, l'attaque menée par 4 hommes a débuté aux alentours de 12h45. À l'entrée de cet hôtel, souvent fréquenté par les membres du gouvernement, l'un des hommes a mené une attaque suicide à la voiture piégée. Dans la foulée, les 3 autres assaillants armés s'introduisent dans l'hôtel. Vers 19h, après plusieurs heures de combat, les 3 hommes armés ont été abattus par les forces de sécurité de l'État du Jubaland. Le bilan est lourd, au moins 9 morts et 47 blessés. 9 personnes, dont des étudiants, ont été tuées et 47 autres blessés lors de l'attaque terroriste de dimanche contre l'hôtel Tawakal dans la ville de Kismayo de l'État de Jubaland en Somalie. Les coupables étaient 4, un kamikaze et 3 militants. En juillet 2019, le groupe islamiste lié à Al-Qaïda avait mené une attaque similaire contre les autorités locales dans un hôtel de la ville, faisant au moins 26 morts et 56 blessés. Ces derniers mois, les Chebabs ont multiplié les attaques avec notamment un spectaculaire assaut long d'une 30aine d'heures fin août sur un hôtel de la capitale Mogadiscio. En septembre dernier, le président somalien sollicitait une aide internationale face à cette situation insoutenable. Le peuple somalien a commencé à se soulever pour soutenir l'appel de son gouvernement à se défendre et à défendre sa nation contre les méfaits de la terreur.
Pas plus tard que le mois dernier, d'autres villes et villages ont été récupérés après nos opérations militaires offensives avec le soutien des communautés locales. Nous sommes désormais convaincus qu'avec un soutien public accru, notre gouvernement éliminera le terrorisme de la Somalie. En réponse à cet appel, l'armée américaine a effectué des frappes aériennes en début du mois d'octobre. Ces frappes ont permis de tuer Abdoulaye Yare, l'un des plus hauts dirigeants et cofondateurs du mouvement Al-Shabaab. L'attaque de dimanche pourrait bien être la réponse des Chebabs à la récente perte de l'un de leurs chefs. En Guinée, la junte a remis son calendrier de la transition au terme d'une mission technique de la CEDEAO, une transition de 24 mois à compter du 1er janvier 2023, répartie en 10 étapes. Les détails avec Émeric Torrignon. Au début de son séjour en Guinée la semaine dernière, le médiateur de la CEDEAO, Thomas Boniyahi, se montrait optimiste quant à l'issue de sa mission dans le pays. Tout le monde se félicite de l'évolution des discussions. Je crois que l'espoir est permis. Il n'y a pas d'inquiétude, l'espoir est permis. Et la CEDEAO est vraiment décidée à faire en sorte que la paix règne en Guinée, de manière à ce que ce pays prenne son envol dans un climat démocratique et que de ce point de vue, les dispositions soient d'être prises et que de manière à ce que cette transition se fasse dans le calme. Thomas Boniyahi s'était fixé pour mission de convaincre la junte au pouvoir dans le pays de réduire à 2 ans la durée de la transition qu'elle avait fixée à 3 ans en mai dernier. Pari gagné pour l'ancien président béninois. Avant son départ de Conakry vendredi, les autorités guinéennes ont accepté de rendre le pouvoir aux civils au bout de 2 ans de transition, renonçant sous la menace de sanctions imminentes de la CEDEAO. Fixé en accord avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dans un compromis dynamique, la durée de la transition à 24 mois prend effet à compter du 1er janvier 2023. Au terme de la mission de l'organisation sous-régionale, la junte au pouvoir en Guinée a dévoilé un chronogramme qui s'étale sur les 24 mois souhaités par la CEDEAO. Ce chronogramme réparti en 10 étapes commencera par un recensement général de la population, un recensement d'état civil, puis l'établissement du fichier électoral, la rédaction d'une nouvelle constitution qui sera ensuite soumise à référendum. Les 5 dernières étapes consisteront à l'élaboration des textes de lois organiques, l'organisation des élections locales et municipales ou encore l'organisation des élections législatives, la mise en place des nouvelles institutions issues de la nouvelle constitution et pour finir, la tenue du scrutin présidentiel. Ce calendrier devra être présenté au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui se tient avant la fin de cette année pour son approbation. Et au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a nommé vendredi comme Premier ministre Apollinaire Joachim Kielem de Tembela, un avocat de 64 ans. Que sait-on du nouveau chef de l'exécutif burkinabé? Son portrait avec Mathieu Nicolas. Il n'aura fallu que quelques heures au nouveau président de la transition, Ibrahim Traoré, pour nommer son Premier ministre. À ses côtés, c'est donc Apollinaire Kielem Joachim de Tembela qui assumera la fonction. Avocat de profession, il est aussi connu dans le pays comme figure médiatique, comme par exemple sur ce plateau télé où il dénonçait les dérives de la transition sous le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Damiba est parti, tout comme Blaise Compaoré est parti. C'est-à-dire qu'il n'a pas su percevoir le battement du pouls de la société burkinabé. Il faut dire que la jeunesse burkinabé actuelle est majoritairement sankariste. Le nouveau Premier ministre burkinabé est également le président du Centre de recherche internationale et stratégique sur la question des rapports politiques entre le Burkina Faso et ses partenaires étrangers. Dès sa nomination à la primature, de Tembela a coupé court aux espoirs de ceux qui, dans le pays, militaient déjà pour une rupture avec la France. Moi, je ne suis pas pour qu'on quitte quelqu'un pour aller vers un autre, mais je suis pour que le Burkina Faso essaie de voir ce qu'il peut tirer de bon avec chaque partenaire. C'est ça que nous devons. Nous devons avoir d'abord l'intérêt du Burkina Faso. Et avec chaque partenaire, on peut trouver quelque chose d'intéressant à tirer. Mais le problème avec la France, c'est quoi? C'est que jusque-là, nous restons pieds et poings liés à la France. Il faut que cela cesse. C'est-à-dire, et en diversifiant les partenariats, la France elle-même va être amenée à savoir quelle est sa vraie place dans nos relations.
Sankariste assumé, Apollinaire Kielem Joachim de Tambela est l'auteur de plusieurs livres dont Thomas Sankara et la Révolution, une expérience de développement auto-centré. Cet ancien membre des comités de défense de la Révolution soutient que la Révolution est la seule voie de l'émergence du Burkina Faso. Prochaine étape pour lui, former un gouvernement de 25 ministres maximum. De nouvelles inondations au Nigeria, dues à des pluies abondantes ces derniers jours, ont de nouveau touché les routes et les infrastructures, faisant plusieurs morts et disparus. Dans ce contexte, de nombreux camps de déplacés déjà bondés accueillent ceux qui ont pu fuir. Lorraine Mabou. Sur ces images aériennes, l'étendue des dégâts causés par les inondations dans le sud du Nigeria. Routes inondées, maisons submergées par les eaux et voies d'approvisionnement perturbées. Les dégâts des inondations sont considérables. Le bilan humain est insupportable. 600 morts et 1 300 000 habitants jetés hors de leur foyer. Ma maison a été inondée sans que nous nous en rendions compte. Puis je me suis réveillé et j'ai dit à ma femme de se lever pour voir l'eau. Nous ne pouvions plus voir personne, tous mes enfants. J'ai 6 garçons et 10 filles. Confronté à des inondations qualifiées les plus meurtrières de la décennie, le Nigeria apparaît au plus pressé. Recueillir les sinistrés dans des camps comme celui-ci, ici, les conditions de vie ne sont guère comme à la maison. Elles sont même parfois insupportables pour certains. Nous souffrons dans cet endroit. Les moustiques nous piquent toutes les nuits. Nous n'arrivons pas à dormir. Il faut que le gouvernement nous aide. Ici comme ailleurs, dans les contrées du pays touchées par les inondations, le gouvernement nigérian fait ce qu'il peut pour répondre aux besoins d'urgence. Plusieurs camps de déplacés ont été ouverts ces dernières semaines. Nous avons ouvert des camps et déplacé les personnes concernées dans ces camps dans les 9 collectivités locales touchées. À partir de là, nous avons commencé à établir des profils, à obtenir leurs numéros et à placer nos dossiers dans chacun des camps. Avant les inondations, ces déplacés vivaient de la terre qu'ils cultivaient. Aujourd'hui, ils ont tout perdu. La priorité est donc la nourriture qu'il faut acheminer jusqu'à ces camps. La situation pourrait encore s'aggraver. Les inondations historiques qui frappent le pays le plus peuplé d'Afrique font craindre une aggravation de l'insécurité alimentaire et de l'inflation. Les rebelles du M23 qui s'emparent d'une nouvelle localité stratégique dans l'est de la RDC, la tenue d'une réunion extraordinaire des chefs d'État de l'Afrique centrale consacrée au Tchad et la libération de 9 otages au Cameroun. C'est le reste de l'actualité réalisée par Noël Dong et Lorraine Mabou. En RDC, les rebelles du M23 se sont emparés d'une nouvelle localité stratégique. Dimanche, à l'issue d'intenses combats face aux soldats congolais, le M23 a pris le contrôle du Nyamugenga, une localité proche de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. 4 civils ont été tués et 40 blessés. Plus de 23 000 personnes auraient été déplacées à cause des violences armées qui avaient éclaté depuis le 20 octobre entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru. Depuis ce lundi, l'armée congolaise, qui dit s'être abstenue de combattre en pleine cité de Tamungenga pour éviter des dégâts collatéraux, a lancé tôt lundi matin une contre-offensive pour tenter de récupérer la ville perdue. Convoqué par le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Félix-Antoine Tshisekedi, Kinshasa reçoit mardi la 2e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale, consacrée au processus de transition politique en République du Tchad. Ce sommet extraordinaire devrait aboutir à la désignation d'un médiateur dans le cadre du processus politique en cours dans ce pays membre. Une 50aine de personnes ont été tuées jeudi dernier lors d'affrontements entre la police et les opposants à la prolongation de la durée de la transition.
Au Cameroun, 9 personnes enlevées le 16 septembre dernier à Manfé, dans le sud-ouest, ont retrouvé la liberté. Parmi les ex-otages, 5 prêtres, une religieuse, un catéchiste, une collaboratrice de la paroisse et une adolescente. Tous ont été libérés après 38 jours passés entre les mains de leurs ravisseurs. L'information a été donnée par les ex-otages dans une vidéo rendue publique dimanche. Dans cette vidéo, les ex-otages remercient les séparatistes ambazoniens de les avoir libérés. Une première vidéo parue mercredi dernier avait suscité l'émoi. Les ex-otages appelaient à l'aide et s'inquiétaient de l'état de santé d'un d'entre eux. Finalement, tout finit bien. Après le président sénégalais Macky Sall, c'est au tour du président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, d'être reçu par Vladimir Poutine. Ce lundi, il a débuté d'abord par une visite à Moscou. Il devrait ensuite se rendre à Kiev. Umaro Sissoko Embalo rencontrera Volodymyr Zelensky pour parler de paix. Son prédécesseur, Macky Sall, lui, avait demandé la libération des ports ukrainiens bloqués qui avait entraîné une hausse des prix des denrées. En Russie, toujours, le gouvernement a réitéré ses accusations contre l'Ukraine en assurant qu'elle était entrée dans la phase finale de la fabrication d'une bombe sale et des allégations balayées par Kiev qui a invité les experts internationaux à venir inspecter ces installations. Je vous propose d'écouter à ce sujet Igor Kirillov. Il est le lieutenant général en charge des troupes russes pour la protection radioactive, chimique et biologique. Selon les informations dont nous disposons, 2 organisations ukrainiennes ont des instructions spécifiques pour fabriquer la soi-disant bombe sale. Leur travail est entré dans la phase finale. Le ministère russe de la Défense a mis en place des travaux pour contrer d'éventuelles provocations de l'Ukraine. Les troupes russes sont prêtes à accomplir des tâches dans des conditions de contamination radioactive. En fin d'après-midi, en France, la première ministre Elisabeth Borne s'est retrouvée dans un hémicycle de l'Assemblée nationale électrique. En cause, son gouvernement est sous le coup de 3 motions de censure en une seule journée. Le Rassemblement national a annoncé voter la motion de censure déposée par la NUPES, des motions présentées par l'opposition pour contrer l'arme constitutionnelle du 49.3 que la chef du gouvernement a utilisée pour faire passer sans vote la partie des recettes du projet de loi de finances qui est le premier volet du budget de l'État. La 3e motion de censure sera programmée un peu plus tard cette nuit. Elle concerne le budget de la sécurité sociale défendu seulement par l'Union de la gauche. Au Royaume-Uni, après la démission de Liz Truss, les rumeurs d'un retour de Boris Johnson, c'est finalement le conservateur Rishi Sunak qui va devenir le prochain Premier ministre britannique. Annonce faite par la ministre Penny Mordaunt qui n'a pas obtenu lundi le nombre de parrainages. Il devient donc le 5e Premier ministre depuis le référendum du Brexit de 2016. Une victoire qui fait de lui le premier chef du gouvernement non blanc du Royaume-Uni. Coup de projecteur à présent sur le Cameroun avec cette plateforme Clinic Home qui permet de consulter en ligne comme à domicile. Un reportage que vous pourrez découvrir dans son intégralité sur Télésud et que je vous propose de découvrir. Il suffit d'un clic pour bénéficier d'une consultation en ligne. Stéphane, alité depuis quelques jours, a franchi le cap grâce à la plateforme e-Santé Cameroun. C'est avec le sourire qu'il nous présente ses motivations. Le fait que la médecine soit à domicile, psychologiquement, il y a un changement. Parce qu'on a toujours comme une peur, comme une hésitation à aller à l'hôpital. Maintenant, le fait qu'on vienne vous soigner chez vous, c'est quand même différent. Alerté par un courrier, Dr Philippe, accompagné d'une infirmière, s'est rendu chez lui. Ici, tout commence par la prise des paramètres avant l'administration des soins proprement dits. Dans la prise en charge, j'anticipe sur les complications possibles liées au diagnostic auquel je vais poser. En fonction des complications envisagées ou envisageables, le plan est le suivant. 1. Si je peux le traiter à la maison, de façon sécure, je décide de le traiter à la maison, comme c'est le cas de notre patient. Si je me rends compte que ce n'est pas possible de le traiter à la maison, que c'est mieux de le transférer vers des urgences ou des urgences spécialisées, e-Santé a à sa disposition des moyens de transport médicalisés pour transporter le malade de façon sécure à l'hôpital. Comme Stéphane, nombreux sont ces patients qui bénéficient déjà des services de cette clinique virtuelle. Elle propose des consultations en ligne, de la téléconsultation
et des soins à domicile, entre autres. Une innovation après des mois de tests dans le domaine sanitaire. Si les débuts ont été complexes dans un pays où l'accès à Internet demeure faible, il faut dire que le succès aujourd'hui de la start-up donne du sourire à plusieurs. Si l'activité qui n'est pas seulement virtuelle mais également physique emploie à plein temps 10 personnes, près de 200 autres y bénéficient de manière indirecte et à temps partiel. D'ailleurs, ici, on cherche à faciliter les choses. La médecine à domicile que nous proposons sur l'hôpital virtuel Clinic Home est au même tarif qu'en clinique. C'est-à-dire, on ne va pas aller sur des considérations financières parce que la médecine, ce n'est pas d'abord ça, mais c'est pour dire que nous ne tarifons rien de plus que ce qui est tarifé dans les hôpitaux. Installé au Cameroun depuis environ 4 ans, cet hôpital virtuel est spécialisé dans le traitement des pathologies dites bénignes. Plus de 5 millions de personnes ont déjà visité le site de e-santé. Seulement, l'accès à Internet reste un frein lorsqu'on sait qu'au Cameroun, le taux de pénétration d'Internet oscille entre 21 et 22%. Au Cameroun, toujours, la Caisse nationale de prévoyance sociale lance une campagne de dépistage de la cataracte dans la capitale et ses environs. C'est la maladie oculaire la plus répandue dans le pays, une initiative au profit des personnes âgées qui sont les plus touchées par cette maladie. Chimène Baleba, Pierre Parfait Ndongo et Syringi Joy. Selon des récentes statistiques, 1 à 2% des Camerounais âgés de 50 ans et plus souffrent de cataracte. Dans l'optique d'aider les personnes du troisième âge à prévenir les risques liés à cette affection oculaire qui affecte 50% des aveugles au Cameroun, la Caisse nationale de prévoyance sociale, en partenariat avec Maghrabi Eyes Institute, lance une campagne de dépistage de la cataracte. Des patients bénéficient alors des soins gratuits. Le cas de cette octogénaire, Pauline, dont les capacités visuelles ont diminué depuis plusieurs années. La consultation s'est passée très bien parce que comme il me manquait les lunettes, je cherchais là où aller faire les consultations là-bas. On m'a dit que c'est ici. J'ai dit à ma fille que tard, je fais. Le manque de moyens financiers empêche de nombreux Camerounais à assurer un meilleur suivi médical de leur vue. Ici, les patients sont en contact direct avec les ophtalmologues et autres spécialistes. Ils peuvent ainsi être informés de leur pathologie. Je ne me suis pas levé spécialement pour venir me faire consulter. Je venais pour mon identification comme nous sommes vers la fin de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Et puis comme ça, j'ai trouvé qu'il y a une campagne médicale et par le conseil de l'agent identificateur, j'ai pensé qu'il fallait passer. Vous êtes sans ignorer que les pensionnés sont des personnes vulnérables. Ils nous tiennent absolument à cœur. C'est pour cette raison que M. le directeur général, soucieux de l'amélioration du cadre de vie de ces personnes, a bien voulu organiser cette campagne à leur endroit. Cette campagne, organisée à Yaoundé, la capitale, et ses environs, est une opportunité inouïe pour les retraités qui vivent pour la plupart dans des conditions de vie précaires. Elle pourra sauver la vue des milliers de pensionnés. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Laurent Leleu pour l'édition de la mi-journée. Bonne suite de programme sur Télé Sud.